Amis joueurs, bonjour, j'espère que vous allez bien chez vous. Je suis extrêmement ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne. C'est Thomas et vous êtes sur Il était un jeu. Cette vidéo va revenir sur les 20 jeux que j'attends avec impatience en cette fin d'année 2024. En effet, je reviens tout juste de Vichy Pro, dans lequel j'ai pu rencontrer bien sûr des éditeurs, des distributeurs, des illustrateurs, des auteurs, des créateurs et bien sûr plein de passionnés autour de notre passion commune qui est le jeu de société. Donc j'ai découvert beaucoup de jeux, des dizaines et des dizaines de jeux. Cette sélection est évidemment pas exhaustive, c'est vraiment des goûts personnels. Vous connaissez un petit peu le personnage sur la chaîne, donc on va voir des jeux qui moi me plaisent. J'espère que vous aussi, vous me direz ça dans les commentaires. D'ailleurs, avant d'aller un petit peu plus loin, je vous laisse vous abonner et lâcher votre meilleur pouce pour soutenir les créateurs de contenu. C'est vachement important, vous le savez, je compte sur vous. Et l'intégralité des jeux qu'on va découvrir ensemble dans cette vidéo, eh bien vous pourrez retrouver un petit lien d'affiliation juste dans la description. Pour vous, c'est pas plus cher. Pour nous, eh bien ça nous permet d'avoir un tout petit financement pour avoir peut-être du matériel toujours plus qualitatif et vous proposer des vidéos tout aussi qualitatives. Avant d'aller un peu plus loin, je vais vous parler de mon expérience personnelle sur ce Vichy-là. Moi j'ai passé un excellent Vichy, vraiment. C'est une autre façon d'aborder aussi le jeu de société avec tout autant de sorties, il y en avait beaucoup trop, on essaye d'être exhaustif, c'est pas possible quand c'est pas notre métier, donc j'ai fait avec ce que j'aimais, avec des jeux que j'avais peut-être scrutés aussi un petit peu, donc c'est un top, c'est pas vraiment un top, c'est une sélection vraiment très subjective, et si vous aimez le personnage, eh bien j'espère que vous aussi, vous apprécierez cette sélection. Il y a un peu de tout dans cette sélection, du jeu de duel, beaucoup de jeux à deux, car c'est un peu la thématique. Pour le bien ou pour le mal, on va voir ça dans cette vidéo. Pas mal de jeux d'ambiance aussi, il y a quelques petites choses que j'ai beaucoup appréciées. Pas beaucoup de gros jeux, même s'il y a toujours des éditeurs qu'on connaît bien qui nous proposent des jeux un peu badass, experts. Les mécaniques de jeu m'ont pas forcément hypé vraiment plus que ça, donc il n'y aura pas énormément de gros jeux, mais il y a beaucoup de jeux de création de cartes, de création de tableaux qu'on a beaucoup retrouvé durant ce festival avec donc toutes ces sorties qui vont arriver. Et à la fin de la vidéo, il y a évidemment, je laisse le meilleur pour la fin comme toujours, pour le jeu que j'attends le plus dans ces prochains mois et je pense que vous aussi. Donc je vous laisse vous installer confortablement. Moi, j'ai pris de quoi rafraîchir un petit peu ma gorge parce que je sens qu'on va beaucoup parler. C'est parti pour les 20 jeux que j'attends le plus en 2024. Allez, c'est parti, le premier jeu dont on va parler, c'est For a Crown, un jeu de Maxime Rambourg, illustré par Paul Mafayon, un jeu de reproduction, à partir de 8 ans, 3-5 joueurs, 30 minutes, les parties. For a Crown, c'est un jeu qui m'a fait un effet un petit peu waouh par sa mécanique de jeu. C'est un jeu de deck building, mais chacun va jouer évidemment pour soi, c'est un jeu compétitif, mais le deck building va se faire en commun. Je vais vous expliquer comment ça marche. C'est un jeu déjà avec pas mal de matériel, avec une qualité matérielle qui a même étonné son auteur quand on a découvert le jeu ensemble, notamment avec ces petits coffres dans lesquels on va ranger l'intégralité du matériel personnel à chaque joueur, et notamment les joyaux, les rubis et le bijou de famille. Le but du jeu, ça sera de dépouiller les autres de leurs rubis, et donc pour nous aussi de gagner, de garder un maximum de rubis en notre possession, sachant que chaque rubis c'est une pièce qu'on pourra donc dépenser pour acheter des pièces, des cartes, pour potentialiser notre jeu, et aussi des points de victoire. Donc si on les dépense, c'est peut-être, va falloir faire des choix, et choisir, c'est évidemment renoncer. Donc le jeu va s'articuler autour d'un deck building, on va dépenser à chacun son tour un certain nombre de pièces parmi la rivière de cartes qu'il y a à notre disposition, rivière qui va évoluer au fur et à mesure de la partie, avec de plus en plus de choix, et avec des coûts qui vont évoluer eux aussi. Je choisis une carte, et pour notre premier tour, je vais en placer un certain nombre, je crois que c'est 2 ou 3, et on va les placer dans notre sleeve à notre couleur. Chacun fait ça, on ajoute des événements aléatoires, on mélange tout ça et on forme une pile en commun. Cette pile, on va la retourner une carte après l'autre et demander donc au joueur à qui la carte appartiendrait, eh bien qu'est-ce que tu veux faire avec cette carte? Et c'est ça qui va faire toute l'essence du jeu, parce qu'au début on pense pouvoir prendre une carte pour sa capacité, on pense qu'on va récupérer des pièces, filer peut-être des ratons laveurs pour pénaliser, on va voir ça les autres joueurs, récupérer des rubis, mais
en fonction des crasses qui vont arriver durant la partie, eh bien il se pourrait que notre décision change de tout à tout. Et encore plus avec les événements aléatoires qui interviendront et qu'on mettra en plus à chaque manche, eh bien il y a 4 manches, il y a 4 manches, 5 manches si je me souviens bien. Ces crasses-là vont évidemment évoluer en fonction de ce qu'on a reçu ou peut-être des alliances éphémères qu'on aurait pu mettre pendant la partie. C'est un jeu dans lequel on pourrait se dire on va pourrir toujours la même personne, mais ça a été plutôt équilibré et bien pensé, parce que comme je vous l'ai dit, ces rubis, on va devoir forcément à un moment donné les dépenser pour acheter des cartes. On a notre bijou de famille qui représente 10 rubis. Quand on devra dépenser ce bijou de famille, ça veut dire que déjà on a dépensé, on avait 20 rubis pour commencer, on a déjà dépensé 10 rubis pour pouvoir avancer, et quand on a donc défaussé cette tuile-là, ça veut dire qu'il nous reste à ce moment-là, moins de 10 rubis. Donc ça donne une indication aussi aux autres joueurs. Et donc on va peut-être s'acharner à celui qui posséderait encore son bijou personnel. Il y a vraiment de barres de rire dans ce jeu. Bien sûr, à 3, ça ne sera pas trop fun. Nous, on y a joué à 5 dans sa configuration maximum et c'était vraiment très très drôle. On en a fait 2 parties. J'ai vraiment apprécié ce jeu. La thématique, elle est plutôt bon enfant. Ça reste un jeu extrêmement familial. Les illustrations très rondouillettes comme ça qui font plaisir, même si la couve je la trouve peut-être pas si attrayante que ça, mais à l'intérieur c'est du bonheur, tout va rentrer dans cet espace là, on va pouvoir jouer immédiatement à ce jeu, on va disposer la rivière, ça marche extrêmement bien. Il y a bien sûr beaucoup de crasses avec des systèmes aussi de majorité, avec des ratons laveurs qu'on pourra distribuer aux adversaires, et quand certaines cartes vont intervenir, et bien ceux qui ont le plus de ces jetons ratons laveurs perdront évidemment un certain nombre de rubis. C'est un jeu de crasse, c'est un jeu d'enfoiré, c'est un jeu plus mesquin qu'il n'y paraît, For a Crown, avec cette mécanique de deck building commun. Moi je trouve que ça amène quand même un petit vent de fraîcheur, donc c'est vraiment un jeu que j'attends énormément. Le deuxième jeu dont on parle, on reste chez Repos Productions, c'est Le Seigneur des Anneaux Duel. Là pour la Terre du Milieu, c'est toujours les mêmes auteurs, c'est toujours le même éditeur, c'est toujours que pour 2, à partir de 10 ans, pour 30 minutes les parties. Duel, est-ce que c'est mieux que Seven Wonders Duel? Oui, non. Moi je pense que oui, peut-être que vous penserez que non. Thématiquement, plus intéressant, je suis un fan absolu du Seigneur des Anneaux, et thématiquement c'est du bonheur. On le retrouve évidemment dans les cartes avec des illustrations de Vincent Dutrait qui sont exceptionnel, avec même, peut-être que vous pourrez le voir, j'espère que vous l'aurez entre les mains, des frises que vous pourrez constituer avec certaines cartes, notamment les rouges je crois, mais sinon au niveau de la mécanique de jeu, c'est parfaitement bien huilé, c'est exactement comme Seven Wonders Duel. C'est-à-dire qu'on va constituer un plateau avec des cartes face verso, face recto, on va choisir une carte à son tour, c'est extrêmement simple. 3 manches pour jouer, mais probablement, et c'est ce qui est assez récurrent dans le jeu, on n'arrivera pas au terme de la 3e manche, car comme dans Seven Wonders Duel, il y a plusieurs conditions de victoire. La première, c'est d'avoir réuni les 7 peuples, les 7 scientifiques dans la version originelle, ce sont les cartes vertes. La deuxième façon de gagner la partie, il n'y a plus ce tir à la corde avec le bouclier. Là, ça sera un tir à la corde différent entre les gentils et les méchants. Quelqu'un joue les gentils, quelqu'un joue les méchants. Les Nazgûl versus les Hobbits. Quand on va tirer des cartes bleues, on va faire avancer une petite réglette sur une piste, pas de score, mais sur une piste. Le but des Hobbits, c'est d'aller vers le Mordor et la montagne du destin. Alors que les Nazgûl, eux, vont pouvoir se déplacer, se rapprocher des Hobbits. Et au passage, on va pouvoir gagner quelques petits bonus. Donc il y a une petite interaction aussi qui est très intéressante. C'est-à-dire que si on fait avancer, on va pouvoir peut-être empêcher l'adversaire aussi de gagner des petits bonus par-ci par-là. Ça, c'est très intéressant. Et la 3e façon de gagner, c'est de la conquête de territoire. Il y a une petite carte représentant la Terre du Milieu et on va pouvoir intervenir avec quelques petits soldats qu'on pourra positionner, mais aussi des tours, les tours ne seront pas délogeables, contrairement aux soldats, qu'on pourra mettre en fonction d'un certain nombre de ressources à pouvoir accumuler. Et ça, thématiquement, c'est du bonheur. On aura Minas Tirith, on aura évidemment Barad-dûr, on aura la tour de Saruman également. Thématiquement, c'est magnifique, je le répète, mais thématiquement, on s'y retrouve vraiment chaque tour, chaque tablette qu'on pourra réussir à compléter, eh bien, nous fera mettre une tour à son emplacement adéquat. Là où le jeu est un peu plus accessible un petit peu, c'est que la gestion des ressources, elle est un peu moins vicieuse. Les ressources, si je ne les ai pas, je ne vais pas les payer à mon adversaire, je vais tout simplement payer à la banque une pièce pour chaque ressource qui me manque. Pour ça, c'est un petit peu plus simple.
En plaisir de jeu, je le trouve vachement dynamique, je le trouve déjà vachement beau, je me répète pour la 3e fois, et donc pour moi, Duel, c'est un must-have de cette fin d'année, et j'ai vraiment hâte de pouvoir vous le présenter probablement en vidéo. J'ai vraiment hâte. Vous me direz si vous êtes plutôt Team Seven Wonders Duel ou plutôt Team cette version Duel du Seigneur des Anneaux. On continue cette fois-ci, on part chez Lumberjacks Studio avec un tout petit jeu d'ambiance qui s'appelle Cadeau. On va pas se fier à cette petite boîte, d'ailleurs ça pourra, on le verra, peut-être faire office d'un Secret Santa, parce que le jeu est à tout petit prix. C'est 10-12 euros, si je me souviens bien, c'est de 2 à 5 joueurs, 8 ans et plus, 15 minutes les parties. C'est un jeu d'Antoine Boza, que je ne présente plus, et donc c'est un jeu de guessing et de constitution de tableaux. Premier jeu, vous allez voir qu'il y en a quand même pas mal. Le but du jeu, ça sera d'essayer de marquer des points avec un tableau de 4 sur 3 cartes. Chaque carte est peut être représentée de 1 des 5 cadeaux dans une des 5 couleurs. Le but, je vous passe le pitch, mais c'est de restituer des cartes, de les combiner par couleur et par cadeau. On ne va pas revenir dans les détails. Là où c'est très intéressant au niveau mécanique, et surtout si vous y jouez à 4, parce qu'à 2 je trouve que ça n'aura pas trop d'intérêt, mais nous on s'est fendu la poire, c'est qu'il va falloir peut-être deviner le cadeau des adversaires. En tant que joueur principal, je vais révéler une à une les cartes pour les distribuer peut-être aux autres joueurs ou peut-être à moi. Ce qui va donner un indice, peut-être, par rapport à leur scoring potentiel. Je la distribue, je retourne une deuxième, je la donne, la troisième, je vais peut-être la garder pour moi, et ça va donner une indication aux autres joueurs que cette carte que j'ai gardée, potentiellement, moi, elle m'intéresse. Et on va devoir les juxtaposer de manière orthogonalement adjacente, ça, on a l'habitude. Et ensuite, il y a une seconde phase qui intervient, où chacun des joueurs, dans l'ordre du tour, va potentiellement pouvoir soit garder sa carte, soit l'échanger avec la mienne. Et là, il y a de la devinette qui va s'installer, et l'autre joueur va essayer, tenter de deviner soit le cadeau, soit la couleur, peut-être même les deux. Et s'il y arrive, il aura 2 points bonus. Donc il va dire, Thomas, je pense que tu as, c'est sûr même que tu as, un nounours jaune. Je regarde, si j'ai un nounours ou que c'est jaune, je dois lui échanger. On arrête là, on appose tous nos cartes et c'est à l'autre joueur de faire le joueur principal. Sinon, le deuxième joueur va pouvoir lui aussi tenter avec donc des indices sur ce que ce n'est pas. Ce n'est ni un nounours et c'est pas jaune. Donc il reste un peu moins de possibilités. Et c'est là que le jeu est très intéressant. On va essayer de deviner, peut-être de bluffer aussi par rapport aux constitutions de tableaux qu'on va faire. Je trouve que ça marche très bien. C'est vachement épuré. C'est le cadeau pour moi idéal pour un Secret Santa, comme je vous le disais. Petit prix, plaisir de jeu maxi. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir avec le boss de Lumberjack, avec mon ami Alexandre Aguilar notamment. On a passé de très bons moments sur ce jeu-là. Donc moi, je l'attends avec impatience aussi. On va partir sur des jeux un petit peu plus costauds. Je crois qu'à l'heure où je vous parle, il est déjà sorti. C'est Wild Tile West. Déjà, le nom du jeu, moi, je le trouve trop fun. Ça nous fait penser évidemment à quelque chose. Un jeu de Paul Deden qu'on retrouvait derrière les Clank et derrière les Dunes. Les jeux Dunes, c'est à partir de 13 ans, 60 minutes les parties de 1 à 5 joueurs. C'est un jeu de pose de tuiles, un peu avec des polyomino, pour essayer d'avoir la cité la plus grandissante, la plus florissante possible. La particularité du gameplay, c'est qu'en fonction du nombre de joueurs, on aura des dés verts qui vont représenter des prairies et des dés bleus qui vont représenter les rivières. On les jette et on va attribuer à chaque dé, les dés bleus sont de 8 faces, les dés verts sont de 20 faces, et chaque emplacement de plateau avec les tuiles possède un chiffre unique. Donc si je fais un 15 vert, je le pose sur le 15 vert. Si je fais un 3 bleu, je le pose sur le 3 bleu. Très simple. D'ailleurs, avant d'aller un petit peu plus loin, les plateaux de jeu, ça c'est vraiment très chouette. C'est un jeu là aussi prêt à jouer, un peu à l'instar de ce qu'avait proposé Planet Unknown, qui revenait avec un plateau prêt à jouer aussi, même si je préfère quand même Planet Unknown pour son côté simultané. Je pense que c'est mon jeu de pose de polyomino préféré. Mais Wild Tile West est vraiment intéressant sur cette mécanique-là. À son tour de jeu, je vais récupérer un dé, donc les autres joueurs n'y auront pas accès, et je vais devoir récupérer la tuile qu'il y a à côté. En fonction de certains emplacements, je pourrais, notamment les rivières, payer un surcoût pour aller chercher la tuile qu'il y a un petit peu après. Chaque tuile a parfois un coût et je vais la poser tout simplement dans mon terrain. En fonction de si je complète des villes dans une certaine manche donnée, je vais marquer des points. En fonction si je réalise des objectifs que j'aurai sur mes cartes personnelles que j'ai en début de partie, je pourrai marquer des points fin de partie. Une deuxième personnage que je vais pouvoir aussi récupérer si j'avance dans la mine qui me permettra de récolter des pépites d'or. Ces pépites d'or que je vais pouvoir récupérer à chaque début de manche si je me positionne à l'entrée des mines. Bref,
chef, il y a de la combinaison, ça on a l'habitude, ça révolutionne pas grand chose sur la mécanique de fond, c'est juste sur le gameplay, avec cette gestion de dés, que c'est un peu plus rigolo, même si je trouve qu'au niveau des illustrations, c'est un peu inégal. Les cartes, je les trouve absolument fabuleuses, alors que les plateaux de jeu, etc., voilà, les tuiles, je les trouve un peu trop simplets pour le plaisir par rapport au prix aussi du jeu, qui est quand même assez conséquent. Le gros point fort du jeu, c'est que l'intégralité des plateaux joueurs qui sont proposés sont tous asymétriques, que vous y jouez avec une version standard ou avec le verso des plateaux, avec une version avancée, avec des possibilités, des capacités particulières de chacun des plateaux. Ça sera à chaque fois différent, donc au niveau du plaisir de jeu, c'est impeccable. Ça dure un petit peu longtemps, chacun joue son tour. C'est là aussi que je préfère Planet Unknown, mais Wild Tide West, c'est probablement le meilleur jeu de pose de tuiles de cette année, donc je vous souhaite vraiment de l'essayer. On reste chez le même éditeur de Lucky Duck Games avec un jeu totalement atypique. C'est Redac Chef. Redac Chef, c'est à partir de 10 ans de 1 à 6 joueurs, 20 minutes les parties. C'est un jeu, là aussi, de pose de tuiles, dans lequel on va essayer de constituer la une d'un journal en 3 manches, vendredi, samedi et dimanche. C'est un jeu qui mêle prise de risque, c'est un jeu qui mélange la position de tuiles pour former un tableau, mais c'est aussi un jeu avec un timer, c'est-à-dire qu'en fonction du niveau de stress que vous voulez mettre autour de la table, eh bien vous mettrez 3, 4 ou 5 minutes. La version standard propose 4 minutes. Qu'est-ce qu'on fait en 4 minutes? Eh bien en 4 minutes, on va devoir retourner une à une, peut-être des tuiles qui nous intéresseraient, car l'intégralité des tuiles sont accessibles, et je vais peut-être les choisir pour les mettre sur mon bureau. Je ne les mettrai pas à côté, je les mets sur mon bureau. Ce bureau, petit à petit, il va être un petit peu rempli. Je ne vais pas voir les tuiles que j'ai mises. Et à un moment donné, je vais dire stop, je m'arrête, montage, et là, je prends toutes les tuiles et je vais là essayer de combiner mes tuiles au mieux pour pouvoir scorer un maximum. Et là, c'est totalement le rush parce qu'on va stresser énormément. Bien sûr, il y a des conditions de pose de tuiles, je vais faire vite, mais il y a 3 types de tuiles. Il y a les articles, les photos et les pubs. Les articles, il faudra les mettre, mais pas les mêmes articles, les mêmes couleurs à côté. Les photos vont devoir illustrer certains types d'articles, donc il faudra les mettre à côté des articles pour marquer des points. Mais attention, les photos, il ne faudra pas qu'elles soient à côté. En plus de ça, en début de partie, on a une tribune. Cette tribune va nous amener un scoring particulier pour cette manche-là. Les pubs, extrêmement intéressant, c'est le twist du jeu. Les pubs, il faudra en avoir, ça ne rapporte pas des points de victoire, mais les pubs, il faudra forcément en avoir, car à la fin du jeu, à la fin de la 3e manche, celui qui a le moins de publicité est éliminé, peu importe s'il était bon, pas bon, s'il gagnait peut-être la partie. Tu amènes moins de revenus publicitaires, t'es viré. Voilà, c'est le petit twist du jeu, donc ça met du stress évidemment. C'est un jeu atypique, c'est un jeu qui mêle, comme je vous disais, prise de risque, création de tableau, pose de tuiles, et avec ce temps qui nous stresse un petit peu. C'est pas un jeu d'ambiance, c'est pas un jeu stratégique, c'est un peu entre les deux, c'est un jeu de strat-ambiance, je sais pas comment on pourrait dire, mais ça marche à chaque fois très très bien, avec un thème qui sort un petit peu des sentiers battus. C'est ça aussi qui est intriguant, et puis ce style un peu rétro, moi je trouve que ça lui donne un charme fou. La boîte est folle, les modes de jeu sont énorme aussi dans le jeu, ça me perturbe un petit peu. Il y a des modes familiaux, des modes puzzle, des modes sans timer, des modes scénario, un peu comme on pouvait retrouver chez le même éditeur avec Cascadia par exemple, même si bon, moi je suis pas trop friand de ce genre de choses, mais c'est dans Verdant aussi, je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup ça, et ça se joue en plus en solo, donc peut-être que ça conviendra à certains d'entre vous. Et le jeu est extrêmement modulaire, avec les tribunes qui vont nous donner un scoring particulier, mais aussi avec des cartes vendredi, samedi, dimanche qui vont amener encore plus d'asymétrie dans les parties, avec de la complexité de pose de tuiles qui va nous faire fumer le cerveau. Et en plus de ça, encore plus, hein, vous voyez, on pourra distribuer aussi aux joueurs une carte de presse avec un personnage particulier, un petit lore dans le livret aussi qui est plutôt intéressant, et chaque personnage va me donner une capacité potentielle. Bref, avec tout ça, vous avez vu que les modalités sont multiples, le plaisir de jeu, il est à chaque fois là. J'ai aucune lassitude après une dizaine de parties, ça marche très très bien. Redac Chef, c'est un petit coup de cœur, je veux le dire, et j'espère qu'il aura le succès qu'il mérite, tant le jeu est atypique et que l'éditeur aussi a pris un risque, je pense, avec ce type de jeu. On part chez Catch Up Games avec le jeu dont tout le monde parle en ce moment. Là aussi, c'est un jeu de
pas de pose de tuiles, mais avec des cartes. On va créer un tableau, c'est château combo. Un château combo de 2 à 5 joueurs, 25 minutes les parties, plutôt 15 quand vous maîtrisez le jeu, à partir de 10 ans. Château combo, c'est un jeu qui révolutionne peut-être pas grand-chose, mais l'édition le fait avec brio. Les illustrations sont top, la thématisation, je la trouve vraiment très très bien. Le travail d'édition avec du matériel qui est très qualitatif. Là, voilà, le côté marketing qui va aussi avec, ça tabasse de partout, le prix qui est plutôt accessible, bref, ça réunit tout ce qui devrait faire un best-seller de cette année. De là à être nommé, je sais pas, mais on verra. Château Combo, c'est un jeu aussi simple qu'addictif, c'est un jeu dans lequel on va essayer de constituer un tableau de 9 cartes, 3 sur 3, donc 9 tours de jeu, ni plus ni moins. À son tour de jeu, en fonction de la position du jeton, eh bien on va pouvoir sélectionner soit une carte du village, soit une carte du château parmi une rivière de 3 à chaque fois. Je prends une carte, je la pose, et les prochaines cartes que je vais poser, je devrais les mettre forcément adjacentes. Extrêmement simple au niveau du gameplay. Et bien sûr, chaque carte va nous permettre de récupérer peut-être des clés. Ces clés vont nous permettre de moduler le choix des cartes. Les pièces vont nous permettre d'acheter des cartes, parce que chaque carte, évidemment, a un coût. Et à la fin, sur la partie inférieure des cartes, il y a une façon de scorer unique, quasiment unique, pour chacune des cartes. 6 familles au total. Plein de scoring possible, un score maximum que j'ai fait de 103, vous me direz dans les commentaires si vous avez fait plus, je trouve que c'est plutôt pas mal. En général ça tourne plutôt aux alentours de 80, j'ai l'impression, avec les parties que j'ai pu faire notamment sur BGA, vous pouvez le découvrir sur ce site. Mais sinon c'est du tout bon, j'ai rien à dire là-dessus, peut-être que ça révolutionne pas grand chose, mais le travail d'édition il est impeccable. Là où je trouve que le jeu amène un petit vent de fraîcheur, et moi c'est ce qui me plaît aussi dans ces jeux là, ce qui rend le jeu encore meilleur à mes yeux, c'est la thématisation. Quand vous allez y jouer, peut-être que vous ne remarquerez pas ceci, mais quand vous allez jeter un œil aux illustrations qui sont très enfantines, un peu de dessin animé je trouve, voilà. Vous allez voir que les personnages vont se combiner, vont être plus facilement combinables avec d'autres. Quand on voit le fou du roi qui veut forcément combiner avec le royauté, on comprend bien. Quand vous voyez certains religieux qui veulent convertir des paysans, vous avez compris un petit peu le délire. Et chaque carte va thématiquement être très intéressante et pas mal impliquée. Je trouve que ça donne un peu le sourire quand on essaye de voir un peu la profondeur de jeu et donc la thématisation qui me plaît énormément dans le jeu de société. Donc Château Combo, oui, je ne me fais pas de soucis, ça va se vendre comme des petits pains et je vous le conseille les yeux fermés. On passe sur un jeu à 2 direction Yellow avec Richard Garfield toujours à la manette avec King of Tokyo Duel. Honte à moi, shame on me, j'ai jamais joué à King of Tokyo. Mais à celui-là, voilà, celui-là j'ai joué et j'ai kiffé ma partie. C'est uniquement pour 2, vous l'avez compris avec le mot duel. À partir de 8 ans, 25 minutes les parties. C'est un jeu où on se fout des torgnoles, on se fout des mandales. Et le but du jeu, évidemment, c'est de battre son adversaire. 3 façons de gagner la partie. Soit d'être la top star, donc d'amener, c'est un jeu de tir à la corde un petit peu, et d'amener le pion vers de notre côté. Soit d'amener la destruction de notre côté. Soit peut-être d'amener les 2 pions sous les projecteurs. Et là, on gagnerait aussi la partie, et encore, on pourrait aussi descendre les points de vie de notre adversaire à 0, ça serait une autre condition de fin de partie. Le jeu est extrêmement simple, c'est un jeu de lancer de dés à la Yams, on a 3 lancers de dés pour essayer de combiner au mieux les possibilités, pour récupérer des joyaux, mettre des torgnoles à l'adversaire et lui enlever des points de vie, peut-être aussi d'activer la capacité spéciale de notre personnage, de notre créature. Il y en a 6 je crois au total. Et c'est extrêmement simple. Les probabilités, vous me les enlevez. Chaque face de dé est unique. Chaque dé est pareil. Donc vous aurez une chance sur 6 sur chaque dé d'avoir le logo que vous souhaitez. Donc c'est du fun en barre. Il n'y a pas de calcul. On y va. Et on va bien sûr pester, rager, être glorieux, vainqueur et faire rager l'adversaire. C'est ça, c'est pour ça que je trouve le jeu extrêmement fun. Et pas mal de cartes qui vont mettre de la rejouabilité, de la symétrie aussi dans le jeu, en plus des créatures qu'on a, qu'on va pouvoir acquérir en payant un certain coût. Ce coût-là, on va prendre la carte pour nous, avec un effet actif immédiatement, passif, tout ça on a l'habitude, mais aussi on va pouvoir mettre un petit token sur le plateau, et quand on va passer dessus, ou que l'adversaire va passer dessus, eh bien on va pouvoir déclencher aussi des effets. Voilà.
avec une qualité matérielle qui est top, avec des illustrations ultra punchy, c'est du fun en barre. Moi j'ai adoré mon expérience avec l'ami Pierre-Louis de chez Game Trotter. King of Tokyo Duel, c'est un jeu qui devrait sortir pour Essen, donc c'est pas dans très longtemps au moment où je vous parle, et c'est pour fin octobre je crois, dans vos boutiques en France. Moi, c'est Day One pour moi. On part chez Intrafin qui m'a mis une petite baffe cette année. On connaît Intrafin pour leurs jeux un peu costauds. Cette année, je trouve que les jeux qu'ils ont proposés rentrent dans quelque chose d'un peu plus familial. C'est un peu aussi l'ambiance qu'il y avait sur les propositions des sorties ludiques à venir. Très peu de gros jeux comme je vous disais, et même Intrafin descend un petit peu au niveau de la catégorie des jeux qu'il propose. Et notamment, il y a Stone Spine Architects qui est dans l'univers de role-player mais aussi de cartographers, qui est probablement mon jeu à cocher favori, comme beaucoup d'entre vous j'imagine. Et dans cet univers-là, ils sortent Stone Spine Architects. Derrière ce nom un peu brouillon, ça propose un jeu pour 1 heure à peu près les parties de création de donjons. Encore une fois, on va créer un tableau de donjons. Ces créations-là sont plutôt fun, avec un système de draft très classique. Je prends une carte, je passe le reste à mon voisin et je construis mon donjon ainsi, avec pas mal de choses à faire. On me l'a pitché, j'ai trouvé rien qu'à l'explication que ça m'intriguait énormément. J'ai posé la question aux joueurs autour de la table qui jouaient et que j'ai pu questionner, m'ont dit qu'ils avaient passé un excellent moment à chaque fois, avec le système à la cartographers, avec les cartes, avec le style graphique qu'on lui connaît, où on va essayer de respecter une certaine disposition dans notre donjon pour essayer de scorer évidemment un petit peu plus. Quelques objectifs communs, un système de prise d'initiative aussi qui va intervenir, et pas mal de choses dans les donjons, que ce soit des blobs, des trucs verts, que ce soit des monstres, etc. Bref, on constitue notre donjon, on marque des points, basta, emballer c'est pesé. C'est un jeu qui m'intrigue beaucoup, d'autant plus que on sait que Intrafin sort jamais de bouse. Ils sortent toujours des jeux extrêmement peaufinés et on n'est jamais déçu. J'ai pu apercevoir aussi un jeu qui s'appelle Biome, qui est déjà sorti il y a quelques temps en anglais, qui mélange un peu de Wingspan, j'ai trouvé dans les explications, et un petit peu de Earth. Vous voyez, on est loin d'un truc qui tabasse en mode expert. Et un autre jeu qui s'appelle Castle Builders, un jeu là extrêmement familial de pose de tuiles, encore une fois, pour construire un château avec des soustractions à faire. Donc ils innovent un petit peu. Il y a toujours des gros jeux qui vont arriver, mais un petit peu plus tard, qui n'étaient pas présents sur le salon. Mais voilà, c'est un petit peu la tendance sur ce salon-là, de proposer des jeux peut-être un petit peu plus abordables. On espère aussi, j'imagine, pour les éditeurs, d'en vendre un petit peu plus. J'imagine que c'est un petit peu le côté marketing. Mais voilà, Stone Spine Architects, moi je l'attends et je suis très intrigué. Vous le savez peut-être, un de mes jeux favoris de l'univers, c'est Nidavellir. C'est un des premiers jeux que j'ai c'est une vidéo aussi que j'avais faite, une de mes premières créations de contenu que j'avais fait, un jeu qui a fait une révolution un petit peu dans ma tête, et un jeu que j'ai beaucoup joué aussi. Les droits à l'origine de Nidavellir, il ne devait pas s'appeler Nidavellir, il voulait obtenir, l'éditeur Greux Games voulait obtenir les droits de la BD Nain, chose qui n'avait pas pu être faite, et donc ils sont passés sur des illustrations alternatives avec le Nidavellir qu'on connaît. Le jeu, enfin, ils ont réussi à acquérir ces droits-là, avec un droit de visu aussi sur la création ludique, et c'est Nain qui arrive, mais dans l'univers totalement de Nidavellir. Donc si vous aimez Nidavellir, vous aimerez le jeu Nain. C'est au niveau du gameplay, c'est la même chose, c'est la même façon, avec le système de coin building qu'on connaît et le système de collection de nains de couleurs avec différentes façons de scorer, j'y reviens pas dessus. Qu'est-ce qui va changer? Les illustrations évidemment, les capacités des chefs aussi. Il y a toujours ce système d'être majoritaire dans certaines catégories pour obtenir un blason supplémentaire entre la manche 1 et la manche 2. Ça, c'est tout, on connaît. C'est juste que la façon de scorer va un petit peu changer dans leur équilibre. Et restez bien connectés, notamment avec le magazine de Greux Games, parce qu'ils vont proposer des règles qui arriveront un petit peu après sa sortie, ou peut-être même au moment de sa sortie, pour combiner les deux boîtes avec un équilibre qui sera là entre Nidavellir et Nain. Si on est fan, je pense qu'on peut. Moi, j'avais acheté la version de luxe, les jetons poker et tout. C'est peut-être mon jeu préféré. Donc, Nain, moi, je vais y foncer dessus. Vous me direz si vous aussi, vous avez succombé un petit peu à ça. Si vous aimez la BD aussi, est-ce que ça vous tente? Peut-être. C'est un petit
un petit coup, je pense, pour essayer d'amener des joueurs qui sont plus dans la BD vers des jeux de société. Mais voilà, moi je sais que j'essaierai de me le procurer, je l'achèterai, ça c'est clair et net. Les illustrations, c'est à tomber. Vous voyez les illustrations que je vous propose, là, les photos que j'ai pu prendre sur le salon. Je l'attends de pied ferme, ce nain. On va sur quelque chose d'un tout petit peu plus léger avec Toriki, l'île des naufragés. Beaucoup de gens derrière ce jeu-là. C'est un jeu de Liquid Games, de 1 à 4 joueurs, 8 ans et plus, 20 minutes les parties. On se rappelle de Kids Chronicle, dont je vous avais parlé chaque année, parce que c'est un jeu hybride, jeu de société avec des tablettes et un monde virtuel qu'on va pouvoir observer, que j'avais beaucoup apprécié. Ça faisait partie à chaque année de mes top jeux de l'année de catégorie enfant. Et bien là, il laisse un petit peu cette gamme-là pour nous proposer Toriki. Là, on est sur quelque chose une exploration coopérative avec un plateau de jeu sur lequel on va pouvoir se déplacer et essayer de partir de cette île sur laquelle on semble être naufragé. On a un petit carnet aussi où on pourra gribouiller des annotations, écrire des choses en fonction de ce qu'on rencontrerait. Parce qu'évidemment, on ne sait à rien du tout. Si je rencontre un animal et que j'essaie de le capturer, eh peut-être qu'il va s'enfuir. Ok, il s'est enfui en faisant ceci. Et je vais devoir l'inscrire sur le carnet. Ah ok, il m'envoie du poison un peu au dilophosaure dans Jurassic Park, vous voyez le délire. Eh bien, il va falloir que je le note peut-être pour ne pas réitérer ce défi qui aurait été manqué. Il y a toujours le système de cartes avec le système de QR code, avec une musique d'ambiance qu'on connaissait dans Kids Chronicle qui sera toujours là. La narration, elle, il faudra la faire entre vous pour plus de facilité dans le jeu. Mais sinon, c'est de l'exploration, pas mal d'énigmes aussi et des quêtes secondaires, et ça c'est plutôt fun avec des petits indices visuels qui vont nous demander d'aller chercher des joyaux ou des trésors en particulier et qu'on va devoir donc observer précieusement la carte pour voir que peut-être c'est à cet endroit là qu'il y aurait cet objet de quête secondaire. Le jeu est narratif, le jeu est aussi évolutif avec des pièces de puzzle qu'on va devoir encastrer pour voyager sur cette île-là et aller explorer toujours plus. Il y a plusieurs chapitres, évidemment, vous l'aurez compris. C'est un jeu qui va marcher à coup sûr, hein. Les jeux hybrides, nous, c'est quelque chose qui nous plaît beaucoup. Et donc voilà, j'ai trouvé l'expérience plutôt sympa. Au niveau des illustrations, c'est très très cool. Au niveau mécanique, ça reste très simple. J'ai un objet, est-ce que tu veux utiliser cet objet pour chasser cet animal ou pour couper cet arbre? Bon, on essaye. Si ça marche, tant mieux. Ça marche pas, tant pis. Il se passe des choses, il y a des conséquences. On se laisse guider par l'application. Évidemment, les plus jeunes seront absolument fans, et surtout, si vous avez des enfants comme nous, pour peut-être passer un moment hors des écrans, quoique, mais d'avoir quelque chose qui raconte vraiment une histoire et une expérience globale avec plein de petites choses, avec des trésors aussi, des cartes particulières, ce système de puzzle, bref, ça combine beaucoup de choses. Toriki, ça arrive pour la fin d'année et ça s'annonce très 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 bon. Un des jeux que j'ai préféré jouer sur le salon, c'est un jeu distribué par Ludistri, par Merle Édition, c'est Naishi. J'ai eu la chance d'y jouer avec le copain de On Joue Tu, que je salue si tu passes par là. C'est un jeu de duel, à partir de 10 ans, 20 minutes les parties. C'est un jeu au gameplay qui change vraiment la donne, là aussi, dans un jeu de création de tableaux. Le gameplay est tellement bon que vraiment ça en fait un de mes coups de cœur du salon, rien que ça. Naishi, c'est un jeu de constitution de tableau donc qui a la particularité de combiner les 5 cartes qu'on aura dans notre main avec les 5 cartes qui sont face à nous. Le gameplay va s'articuler autour de pioches pour remplacer une à une peut-être les cartes selon leur position dans notre plateau face à nous ou dans notre main. Il y a une rivière là aussi de 5 cartes en main, 5 cartes plateau, 5 cartes rivière. Mon adversaire a la même chose. Si je veux changer la carte numéro 1 de ma main, je vais prendre la carte numéro 1 de la pioche, de la rivière, et je la défausserai. C'est comme ça que le jeu va s'articuler et on va se prendre la tête de qu'est-ce qui est le mieux. Il y a un petit plateau juste à côté qui nous permettra donc de moduler les placements, les déplacements aussi des cartes, de les interchanger avant peut-être de les sélectionner, mais ces jetons-là ne sont pas inépuisables, on en a au nombre de 3. Et peut-être même au nombre de 2, si on décide de s'apposer sur la position unique qui va nous bloquer ce jeton-là, qui nous permettra d'échanger la carte sur une position donnée avec l'adversaire. Donc, il y a
de la réflexion, il y a de l'anticipation, il y a de la mémorisation aussi sur ce que l'adversaire a, car à la manière un petit peu d'un Scissors and Paper, eh bien quand l'adversaire a dit « moi je m'arrête de jouer, je pense que je suis bon avec mes combinaisons », l'adversaire aura peut-être un tour de plus à faire pour essayer de scorer un maximum. On pose nos 5 cartes en face des 5 cartes qui sont déjà visibles aux yeux de l'adversaire et de nous-mêmes, et on va combiner ça, nos 10 cartes, voir ce que ça nous propose. Le scoring est plutôt classique, avec des systèmes de zone, des systèmes de position, des systèmes de combinaison entre des cartes adjacentes. Après, ça fonctionne très très bien comme ceci, mais le gameplay, il amène quand même quelque chose de très particulier, alors que ça aurait pu être très très plat. C'est ça qui, je pense que ça a été bien réfléchi. Franchement, au niveau méca, moi j'ai adoré mon expérience. Et comme il le disait si bien avec son accent qu'on lui connaît, easy to learn, hard to master, c'est vraiment ça, facile à jouer mais difficile à maîtriser. C'est totalement l'univers de Naishi avec une thématisation qui est très poétique et en même temps très pointue, où les illustrations et les pouvoirs sont en harmonie. C'est beau, c'est fluide, c'est très beau, c'est très fluide. Banger pour moi, c'est un de mes jeux coup de cœur de ce mois de septembre et probablement de la fin d'année et probablement même de l'année. On part dans l'univers du draft avec Once Upon a Draft, un jeu édité chez Gigamix, c'est un jeu avec plusieurs mécaniques de 3 à 6 joueurs, 25 minutes les parties, 10 ans et plus. C'est un jeu de draft, évidemment, on distribue des cartes et puis on en choisit une, on passe le paquet, ça je pense que vous connaissez. C'est dans l'univers des contes de fées et le jeu se passe en 3 phases. Première phase, phase de draft, très simple. On distribue des cartes, il y a 50 cartes au total, toutes les cartes sont uniques. La Belle et la Bête, Cendrillon, je ne sais pas s'il y a Cendrillon, mais il y a un dragon, il y a des nains, il y a un petit peu de tout ça, il y a Alice au Pays des Merveilles, etc. Chaque carte, évidemment, a des particularités, mais aussi une force. On fait ce draft-là et on garde ces cartes. Seconde phase, on va faire non pas un jeu de pli, mais une bataille. C'est-à-dire que chacun va poser une carte à son tour et la plus grande carte gagne la bataille. Ce qui nous donne une étoile, ce qui vaut 2 points. Mais on pourra aussi générer des points en fonction de la capacité de la carte avec des petits cœurs qui valent 1 point et des duos de pierres précieuses qui, si on en a 2, compteront pour 1 point. La bataille, on ne prend pas les cartes qu'il y avait autour, non, on récupère tout simplement sa carte et on va jouer l'intégralité de sa main comme ceci. Troisième phase, eh bien on va combiner un peu à la Fantasy Realms l'intégralité des cartes qu'on avait face à nous pour essayer de marquer une deuxième fois des points de victoire et celui qui en a le plus a gagné. C'est simple, c'est beau, c'est efficace. Moi j'aime particulièrement, même si je trouve que la phase préliminaire de draft, elle est plutôt longue, car on a quand même un sacré paquet de cartes en main, on va à chaque fois les passer, on aura beaucoup de lecture pour essayer de combiner au mieux ses propres cartes, avec une vision un peu chaotique, je trouve, sur les phases 2 et 3, mais ça reste fun, c'est pas censé être un jeu ultra réfléchi, c'est bien édité, avec les formes biseautées de nouvelles boîtes de chez Gigamic, ça marche bien, c'est un bon jeu de draft et un bon jeu de combinaison, une alternative très sympa à Fantasy Realms, un peu moins retors, mais peut-être un peu plus familial, on va dire. Il y a un style de jeu qu'on n'a pas vu depuis un moment, c'est les jeux de dessin. Et bien grâce à l'Eteia Games qu'on avait vu, on avait connu justement avec Pas Vu Pas Pris peut-être, ou avec Ni Plus Ni Moins, dont je vous ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça sur la chaîne, et bien on a Pick Together, qui est un jeu de dessin coopératif dans lequel on va essayer de faire deviner un dessin qu'on aura dessiné en commun à un de nos collègues. Sauf que ce dessin-là, il va être divisé en puzzle. En fonction du nombre de joueurs qu'on est, et bien on va avoir un certain nombre de tuiles puzzle. Bien sûr, plus vous y jouerez et plus à plusieurs et plus ça sera fun. Et on va essayer de dessiner en commun un dessin, sauf que bien sûr on ne pourra pas le combiner. La combinaison interviendra à la fin. C'est tellement drôle, il y a beaucoup de cartes évidemment, avec des thèmes divers et variés, mais là où c'est encore plus drôle, c'est qu'on pourra aussi mettre un dessin, un type, un nom familier, non commun, avec une situation donnée. Par exemple, dans notre partie, on devait dessiner un smartphone dans une montgolfière. Dessiner un smartphone, c'est plutôt sympa, sachant que plus facile, sachant qu'en plus on a un puzzle de démo pour savoir à peu près la position, mais pas à peu près, c'est exactement la position de notre pièce puzzle dans la finalité du dessin.
pour plus de facilité. On peut discuter entre nous, moi je vais faire ceci, etc., sans bien sûr dévoiler l'origine de notre dessin, mais voilà, de dessiner un smartphone, c'est facile, dessiner la montgolfière et pour le faire retrouver en combinant tout ça, c'est assez farfelu, ça met des barres de rire, on comprend rien, c'est un jeu qui est fun, ça fait du bien, c'est plutôt léger. On avait Destino Presto de chez Matago avec ce même ton un petit peu rose, ça m'y a fait penser évidemment, qui m'avait beaucoup plu et que j'avais mis dans mon top des jeux d'ambiance aussi il y a 2 ans je crois. Et celui-ci aussi, je pense qu'il interviendra, tellement j'ai trouvé ça fun. On l'a présenté vite fait, beaucoup de gens l'ont apprécié. J'espère qu'il aura un peu de visibilité, car les personnes qu'il y a aussi derrière cette édition sont des gens humbles, humains, et qui aiment passionnément le jeu de société. Voilà, il y a un parti pris. Les jeux de dessin, c'est pas trop à la mode, mais moi j'ai beaucoup aimé. Banger en approche, les amis, c'est le jeu du salon, le jeu que tout le monde voulait essayer. Malheureusement, il n'y avait pas de boîte, parce que le jeu arrivera courant décembre, juste avant les fêtes, et là, c'est la panique. Donc je vous conseille de réserver votre exemplaire de The Gang. The Gang, là aussi, c'est un gros coup de cœur, alors que je suis normalement pas du tout la cible. The Gang, peut-être que vous l'avez déjà entendu parler, mais je vais essayer de la faire courte. C'est un jeu de poker. Si vous connaissez le poker, vous savez jouer à The Gang. Si vous ne connaissez pas le poker, vous saurez aussi jouer à The Gang. Car le but ici, c'est pas de gagner. C'est un jeu coopératif. Il faudra déterminer la puissance de notre main avec la table, le jeu qui va être dévoilé petit à petit pendant la partie, et de déterminer qui est la plus mauvaise et qui est la meilleure dans l'ordre décroissant. C'est très simple et pourtant, pourquoi on l'a pas imaginé avant? C'est quand même assez fou et ça marche du tonnerre. Ça se passe en 4 manches. Première manche, c'est juste avec notre main, sans dévoiler les cartes. Et bien, on va pouvoir dire aux adversaires indirectement, car c'est un jeu à communication limitée, juste avec des jetons. Si on est 4 joueurs, il y a 4 jetons. 1, 2, 3, 4, avec des petites étoiles. Si je pense que ma main est un carton, par exemple, si j'ai un roi et un as, hop, je peux prendre le 1. Mais si l'autre il prend le 1, ça veut dire que potentiellement, il pense avoir une main meilleure que moi, mais sans la connaître. Vous voyez le délire. Une fois que tout le monde a pris un jeton, on passe à la manche 2. On révèle les 3 premières cartes et là, c'est parti. On va peut-être changer la donne, car le but du jeu, c'est quand on va dévoiler successivement les cartes, on prendra des jetons, au début vert. C'est un peu comme un feu tricolore, vert, jaune, rouge et noir. Quand on arrivera avec l'intégralité de la main qui sera possible, eh bien on devra essayer d'avoir l'ordre croissant ou décroissant, ça dépend de l'ordre dans lequel vous verrez le jeu, pour gagner la partie. Ça marche trop bien, je suis pas du tout la cible, et pourtant, j'ai adoré. Moi, c'est les jeux à communication limitée, je déteste ça. The Mind, j'ai vraiment pas aimé. Magic Maze, je m'ennuie. Moi, j'ai besoin de parler, j'ai besoin de communiquer. C'est d'ailleurs pour ça que je suis sur la chaîne. Et pourtant, The Gang, j'ai adoré l'expérience. Et d'ailleurs, j'ai pu faire des parties avec l'équipe du Passe-Temps, avec la maman de Simon, avec propriétaire de bar à jeux et le fils de Jules Messot. Donc, si vous passez par là, je vous fais un coucou également. Là où le jeu amène un petit peps, un petit coup de fun, c'est dans les cartes qu'il va amener. Le but du jeu, ce sera de remporter 3 manches, 3 parties. Si je réussis, je vais retourner une carte qui va me donner une embûche, une complexité supplémentaire pour la manche à venir. Par exemple, nous, on avait eu, la manche d'après, on jouera non plus avec 2 cartes en main, mais avec 3 cartes. Et là, les combinaisons, elles vont être encore plus folles, et donc ça sera encore plus difficile de prédire si j'ai une bonne ou une mauvaise main. Et à contrario, si on échoue dans la mission, on aura un petit bonus. L'exemple que je pourrais vous donner, c'est qu'on avait des cartes en main, on les intègre dans notre cerveau, on va toutes les prendre, les mélanger et les redistribuer, ce qui va nous permettre donc de savoir si les cartes on les a pas récupérées en main, potentiellement un autre joueur les avait. Voilà, il y a pas mal de petits challenges supplémentaires qui amènent. C'est peut-être pas indispensable, moi je trouve que ça rend le jeu un peu plus fun, peut-être un peu plus abordable aussi pour les gens qui seraient hermétiques au jeu de poker, mais encore une fois, si vous aimez ça ou que vous n'aimez pas ça, ça fonctionne. Si vous n'aimez pas les jeux à communication limitée comme moi, ça fonctionne. C'est brillant, et c'est simple, c'est ingénieux, et pourtant, ça aurait dû être sorti depuis un paquet de mois, un paquet d'années, et pourtant ça arrive là, en cette fin d'année. Comme je vous l'ai dit, ça sort tardivement, donc attention aux ruptures de stock.
On va aller sur quelque chose d'un peu plus chill, de totalement plus chill, avec Tokyo no Neko, un jeu de Cédric Migné illustré par Jérémy Fleury, édité chez Matago, de 2 à 4 joueurs, 35 minutes les parties, 8 ans et plus. Ce qui marque en premier lieu, c'est vraiment son style, et c'est complètement chill, c'est complètement, comment on appelle ça, kawaii, avec des petits chats, chacun incarne un chat, qu'on va devoir déplacer dans la cité de Kyoto, pour faire diverses actions. C'est un jeu, pas la dungeon crawler, mais on pourrait dire un petit peu comme ça, dans le fait qu'il y a une gestion de compétences qui va être amenée à établir pour essayer de réussir des tests qui se passeront à base de dés. On pourra gagner de l'agilité, du combat, de la chasse et de l'amitié. C'est les 4 compétences de base, avec de l'asymétrie qui intervient au début de partie, avec des chats qui seront plus ou moins rapides, plus ou moins agiles. Ça, c'est plutôt commun. Le plateau de jeu représente donc la ville sur laquelle je vais pouvoir me déplacer. À mon tour de jeu, je me déplace et je vais devoir retourner l'intégralité des patounes sur lesquelles je vais passer. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va m'intéresser, je m'y arrête, mais peut-être que je vais rencontrer de manière forcée une embûche, par exemple un chien un petit peu agressif, et là, il y a un test qui va intervenir immédiatement. Par exemple, le test d'agilité, qu'est-ce que je fais? Je regarde mon niveau d'agilité, je lance mon dé, et si la combinaison de mon agilité plus de la phase de dé qui apparaît dépasse ou égale le test demandé, j'ai gagné, je peux continuer. Le but du jeu, c'est de gagner des petits grelots. Ces petits grelots, on va devoir en récupérer 5 pour gagner la partie, selon des objectifs qui vont dépendre des scénarios que vous mettrez en place. Le premier scénario est extrêmement facile, extrêmement basique. Il faut que je traverse la route, il faut que je récupère un ami, je récupère un petit papillon, que je le chasse, bon bref. C'est plutôt simple en ce sens, surtout que le jeu est quand même très cool, c'est que si vous échouez dans le test, c'est à ce moment-là que vous pourrez gagner 1 de compétences dans la compétence sur laquelle vous venez d'échouer, ou alors si vous faites un échec critique, sur les dés il y a un échec critique, et bien vous l'augmenterez de 2. Certes on a perdu un tour, mais le jeu n'est pas trop vicieux en ce sens, et bien ça nous permettra de faciliter les tours d'après. C'est en ce sens que le jeu est vraiment très familial. Je le pensais vraiment un petit peu plus costaud. C'est pas du tout le cas, c'est très familial peut-être. Le premier jeu de gestion de compétences que vous pourriez présenter, avec un matériel qui est vraiment très très bon, et donc ces systèmes de scénario qui amènent des nouveaux objectifs. Il y a les 6 objectifs qu'on met en place, il y en a une quarantaine en plus, des nouveaux personnages évidemment, des nouveaux ennemis, c'est pas vraiment des ennemis, des nouvelles rencontres on va dire, et avec ces petits vélos aussi qui vont se déplacer. Si on devait traverser la route, ça rend le truc un peu thématique. Il y a le papy et la mamie qui pourraient nous tamponner si on traversait la route. On retourne une carte, on regarde de combien de cases ils se déplacent, avec un petit test pour essayer de les esquiver. C'est très très simple. Nous on y a joué avec la petite, enfin la grande à la maison qui a 7 ans. Elle a bien aimé son expérience, même si elle a perdu. Et elle est très très vite rentrée dans les règles de jeu. Donc il parle de 8 ans. Je pense que un peu plus tôt, si vous avez des enfants qui peuvent être concentrés pendant une demi-heure sur un jeu un poil stratégique, ça peut être quand même assez intéressant. C'est beau. Est-ce que c'est bon? J'attends de voir ce qu'il a sous la boîte, on va dire, car c'est un jeu qui nous intriguait, qui a intrigué beaucoup de monde sur le salon. J'attends de voir l'intégralité des scénarios pour vous en dire plus très bientôt sur la chaîne. Le prochain jeu dont on va parler, j'ai 0 visuel, j'ai pas d'auteur, j'ai pas d'illustrateur, j'ai rien du tout, c'est Leaders de Studio H. 20 minutes, c'est un jeu de duel à partir de 10 ans. C'est un jeu d'échecs version 2024. On connaissait Champ d'honneur, c'est peut-être le nouveau Champ d'honneur du Leaders. J'ai ultra kiffé l'expérience, même si c'est ultra brainy, mais il est aussi très très fun. C'est un jeu d'échecs dans le sens où on a un leader, comme si c'était le roi, et qu'il va falloir protéger absolument. Si l'adversaire ou nous-mêmes, on arrive à mettre 2 personnages de notre tribu à côté du roi, terminé, on a gagné la partie ou on a échoué. Comment on va jouer? Il y a une rivière de personnages, il y a une vingtaine de personnages différents. On a une rivière de 5 cartes. À son tour de jeu, je prends une carte, je vais prendre la petite figurine et je vais la mettre dans ma couleur. Il y a une face recto verso, blanc, noir. Et maintenant, il est chez moi. Je le pose dans une position de départ et là, je vais pouvoir activer les cartes, déplacer mon roi, activer les personnages, etc. Donc, il y a une montée en puissance, une gestion de plus en plus complexe aussi des personnages. On en aura 5 au total chacun. Donc, il n'y aura pas que nos propres personnages à gérer. Il y aura aussi des personnages adverses à bien intégrer dans la façon de combiner les déplacements et les actions, les capacités de l'intégralité des personnages. Et ça rend le jeu
complètement fou, ça rend le jeu complètement rejouable aussi, avec des façons de jouer qui peuvent vous faire vraiment prendre énormément de plaisir. L'édition a l'air top, même si je suis pas très fan des pions, des socles, qui devraient rester en bois. La boîte devrait être de toute beauté. Je sais pas quand est-ce que ça sort, j'ai pas plus d'infos que ça, mais c'est un jeu qui m'a marqué. Je remercie donc l'édition de m'avoir un peu alpagué là, pour pouvoir tester ça, parce qu'ils pensaient que ça allait pouvoir me plaire, et effectivement, ça m'a plu énormément. Leaders, voilà, si vous aimez les échecs ou pas, peut-être que ça pourrait vous intéresser. On part sur un autre jeu totalement atypique. Le Kif Edition propose à chaque fois des jeux après Trax. Vous vous souvenez, ce jeu d'enquête uniquement avec une bande sonore, avec une application qui nous permet de demander donc de bien écouter les sons pour se déplacer sur une map et de trouver, de résoudre l'enquête. Et bien là, il nous propose un jeu hybride avec Behind, un jeu hybride entre un jeu d'enquête, un escape game, on pourrait dire, des énigmes et un puzzle. Sauf que le puzzle, les pièces ne s'encastrent pas, et plusieurs pièces de puzzle pourraient se combiner. Ça rend le jeu un petit peu vicelard. C'est pour ça que je vous conseille d'y jouer à partir de 2. Tout seul, ça risque d'être vraiment compliqué. La boîte propose 3 puzzles successifs. Malheureusement, il n'y a pas une trame qui se suit, mais c'est ce qui sera dans la deuxième boîte, a priori, avec quelque chose une longueur, une narration commune sur les 3 aventures. Les 3 puzzles sont de plus en plus complexes, de plus en plus longs, et donc on va devoir tout simplement essayer de constituer ce puzzle. Quand on pense avoir la réponse, on va retourner chacune des tuiles et ça nous formera la scène finale. Je vous souhaite peut-être de découvrir ce jeu-là qui est totalement atypique et qui fait un électrochoc tellement c'est brillant. Il y a des boîtes de démos qui sont peut-être proposées dans vos boutiques de jeux proches de chez vous. Peut-être demandez-leur de le tester. C'est un jeu qui se teste, c'est un jeu qui s'essaie avant de voir si ça vous plaît, parce que c'est pas facile du tout, vraiment. Tout seul, vous risquez de vous tirer les cheveux. À 2, on vit un moment, un peu comme on pourrait faire un Unlock à 2, où on vit un escape game, comme on pourrait faire un jeu d'enquête, par exemple aussi. Eh bien, c'est un nouveau style de jeu, et c'est là aussi que cette vidéo intervient, pour vous présenter et vous proposer des jeux qui sortent un petit peu des sentiers battus, comme je l'ai dit précédemment, et celui-ci en fait clairement partie. Chaque puzzle, comme je vous l'ai dit, est un tout petit peu plus long à chaque fois, de 45 minutes à 1h15, et à chaque fois avec un illustrateur différent. Il y aura du Pierrot, évidemment, il y a du Mold Chalmel dedans, et du Martin Wilberg. Donc c'est des gens, des illustrateurs évidemment connus du monde ludique. Ça ajoute une qualité graphique à un jeu, à la mécanique totalement atypique, et ça me hype de fou. On part sur quelque chose de très léger, beaucoup plus léger, avec Very Badlands de Randolph, nos amis québécois. C'est un jeu qui pour moi est dans l'univers, dans l'ambiance un petit peu de ce que pouvait proposer un Love Letter, un jeu de comptoir dans lequel le but sera de résister, de ne pas mourir. Sauf que là on va incarner des dinosaures. Chaque dinosaure a des points de vie et une capacité particulière. On va récupérer une carte, une seule carte avec un chiffre dessus. On aura la possibilité de l'échanger avec son voisin de gauche une seule fois. Une fois que le tour de table a été fait, on révèle les cartes et celui qui a la plus faible perd la partie. Perdra un point de vie en fonction du dinosaure qu'il avait. Si on n'a plus de points de vie, on est éliminé, fin de la partie. Très simple. Sauf que les cartes, elles amènent vraiment un gameplay totalement différent. Si j'ai le 1, je devrais forcément perdre, sauf si le 11 est présent dans le jeu. Le 11, c'est la dernière carte. Et auquel cas, le 1 vaut un 12. Donc si quelqu'un avait un 2, c'est lui qui perdrait maintenant. Mais attention, parce qu'il y a aussi de l'empoisonnement qui pourrait arriver, des météorites qui tombent, et c'est un jeu qui est totalement chaotique en ce sens. Ajoutez à cela qu'il y a 2 boîtes différentes pour des sensations différentes, un qui est plus sur le chaos et un peu plus agressif, un peu comme les boîtes Pokémon, vous voyez, bleu et rouge, et que les 2 évidemment sont combinables. 12 dinosaures différents dans chacune des boîtes, avec un style graphique totalement atypique. Je sais pas, honnêtement, moi si j'aime bien ou si je déteste. Je trouve ça tellement enfantin et tellement dans l'univers de ce que le jeu veut proposer que moi, en fait, je pense que j'aime vraiment beaucoup. Donc, il y a les dinosaures avec des propositions, des capacités particulières, les cartes aussi. Et vous pouvez combiner tout ça. Enfin, moi, autant il y aura des parties qui seront un petit peu stériles.
Il faut être client de ce genre de jeu où il y aura des parties qui valent vraiment pas le coup et des fois des parties où on va se fendre la gueule, des parties avec des coups d'éclat, ça se jouera sur la dernière carte évidemment, sur des coups fourrés, du bluff, etc. C'est pour ça que je l'ai mis dans cette sélection parce que moi c'est une proposition ludique que j'aime beaucoup. L'avant-dernier jeu de la sélection, c'est Stickers de Two Manta Games, un jeu certes que j'ai eu il y a quelques jours où j'ai pu découvrir un petit peu les mécaniques de jeu, mais si je voulais vous en parler, c'est que c'est un jeu que j'aime beaucoup et je vous souhaite de le découvrir car c'est un jeu certes familial, de collection de créatures, de petites bestioles, là, de petits animaux, mais aussi c'est un jeu évolutif dans lequel on va pouvoir apposer des stickers, un peu à la Legacy, pour peaufiner les règles, le rendre un peu plus technique, mais aussi des stickers qui sont totalement optionnels, juste pour customiser nos cartes avec lesquelles on vient de jouer, notre boîte aussi, pour rendre le jeu unique. Ça sert pas à grand chose, mais ça rend c'est un petit plaisir coupable, on va dire, dans le jeu de société. C'est un jeu de collection extrêmement simple dans lequel on va essayer de gagner des majorités, peut-être dans toutes, en tout cas dans certaines des 9 possibilités, des 9 animaux que le jeu propose, des 9 couleurs. À son tour de jeu, je prends une carte et de la rivière, de 6 cartes, et je vais jouer 1, 2, 3, 4, autant de cartes que vous voulez, d'une famille donnée. Et en fonction du nombre de cartes qu'on va jouer, qu'on va apposer devant nous, il y aura une capacité qui va s'activer. Cette capacité, ça pourra être de récupérer des cartes dans la rivière, mais aussi d'interchanger peut-être les points de victoire octroyés par chacune des familles. C'est un système de pyramide. La famille qui est tout en haut de cette pyramide-là rapportera plus de points pour celui qui sera majoritaire. Ceux qui sont tout en bas en rapporteront un tout petit peu moins. Les règles vont se peaufiner, je vous spoil bien sûr pas, et un peu à la Zombie Kids, et bien plus vous allez jouer et plus vous allez évoluer dans le jeu en vous demandant d'ouvrir tel ou tel booster. Donc quand on parle de booster, c'est un réel plaisir, mais le jeu ne manque pas non plus de plaisir, car le jeu, étonnamment dans les jeux un peu évolutifs, une fois qu'on a fini, on n'a peut-être pas trop envie d'y retourner, des fois c'est un peu trop dense, un petit peu trop complexe, là on est à peu près à la moitié du jeu, et je vous dis que même sans ça, on y rejouera. C'est quelque chose qui est quand même très appréciable. D'autant plus que le travail d'édition est plutôt cool, avec une boîte qui va s'ouvrir quasiment un jeu prêt à jouer. On sent que ça a été peaufiné. Stickers, c'est un jeu que je peux évidemment que vous conseiller. Peut-être le cadeau idéal pour les fêtes de fin d'année. En tout cas, nous, on adore. Et quel est le jeu que j'attends le plus en cette fin d'année? Vous en avez probablement entendu parler, c'est évidemment Dead Cells, le jeu, le board game, le jeu de société, après le succès du jeu vidéo qui est sorti en 2017, si je me souviens bien. J'y joue encore, j'ai recommencé un petit peu le jeu là ces derniers jours, justement pour me remettre un petit peu dans l'ambiance en attendant le jeu de société. Ça a l'air extrêmement bon, les avis sont assez unanimes, peut-être le meilleur jeu de société tiré d'un jeu vidéo. Tant au niveau bien sûr de la qualité éditoriale, de Scorpion Masqué qu'on connaît, je vous parlais de Zombie Kids, c'est les mêmes, Turing Machine pour ceux qui connaissent aussi, mais aussi pour le côté pur du jeu, d'avoir épuré le gameplay pour rendre quelque chose d'accessible, de fun et de pas trop complexe non plus. J'ai pas pu trouver une table malheureusement pendant le salon, mais c'est un jeu qui a fait beaucoup parler. Déjà au niveau des illustrations, on se retrouve totalement dans l'univers de Dead Cells, avec bien sûr toutes les créatures, les personnages, les objets, etc. Les différentes catégories des objets, brutalité, technique, tactique, et aussi de santé, chacune dans une couleur, rouge, violet et vert. Et le système de jeu est assez punitif, évidemment, c'est un roguelite. C'est un jeu où vous allez mourir, préparez-vous à perdre, vous allez perdre énormément de fois. Mais un peu aussi à la Metroidvania, quand vous allez perdre, même si dans le Metroidvania on ne perd pas, mais quand vous allez perdre, vous allez peut-être récupérer des petites cellules. Ces cellules vont vous permettre d'acquérir des capacités permanentes, des objets aussi de départ qui vont être différents peut-être pour avancer toujours plus dans les différents donjons qu'on appelle des biomes. Ces biomes, c'est exactement les mêmes que dans le jeu vidéo, avec les mêmes créatures, la même ambiance, le même univers, et ça, c'est franchement super agréable à voir et à découvrir, c'est du pur bonheur, avec un système donc de sauvegarde qui va exister, avec un énorme plateau et quelques petites sleeves dans lesquelles on pourra intégrer les différentes capacités permanentes, mais aussi les runes, ces runes qui vont nous permettre, comme dans le jeu original,
originelle, et bien d'avancer progressivement peut-être dans les donjons, avec des nouvelles options, peut-être des nouveaux biomes, des nouvelles créatures aussi à découvrir, car c'est un jeu dans lequel on va jouer en coopération et se déplacer le long du biome avec des fois des petits bonus, des pièces, des cellules, des objets, des armes, etc. qu'on va se dispatcher peut-être entre nous, et parfois une ou deux ou trois, plusieurs créatures qu'il va falloir essayer de combattre. Et là, avec un gameplay qui est très épuré, je ne peux pas rentrer dans les détails, je l'ai pas joué, mais en gros, de ce que j'ai compris, on joue une carte chacun face cachée, on les révèle, il y a plusieurs lignes, et on va activer tout simplement ligne 1 pour voir ce qui se passe, ligne 2 pour voir ce qui se passe, avec aussi bien sûr les créatures qui vont peut-être nous enlever des points de vie. Le but sera d'arriver d'avancer comme ça progressivement jusqu'au biome suivant, jusqu'au boss, etc. Je ne connais pas la finalité du jeu, mais je fais confiance à l'éditeur, je fais confiance aussi aux nombreux auteurs que vous connaissez probablement, qui sont derrière le jeu et qui vont rendre, je pense, l'expérience assez unique. Dead Cells, c'est le jeu avec The Gang que j'attends le plus en cette fin d'année. Peut-être que vous l'avez backé, peut-être que vous l'avez reçu, peut-être que vous le recevrez au moment où je poste cette vidéo. En tout cas, c'est un jeu qui, je crois, sort pour Essen aussi, évidemment. Hein. C'est le coup à ne pas rater. Donc peut-être que fin octobre, c'est aussi chez nous. Et bien voilà les amis, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. J'ai beaucoup parlé, vous avez vu 20 jeux en parlant que 3, 4, 5 minutes grand maximum. C'est un exercice qui n'est pas si évident. Donc merci de votre soutien. Je vous laisse comme d'habitude me lâcher votre meilleur pouce, ça n'a pas déjà été fait, à vous abonner. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo si ça vous fait plaisir. Moi je vous laisse avec le catalogue de vidéos qui s'affiche juste à mes côtés pour aller voir les dernières vidéos que je vous ai proposées sur la chaîne. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne, à très bientôt sur Il était un jeu. Vive notre passion du jeu de société. À très bientôt les amis. Ciao.